le cadre du 6e rendez-vous du cycle de web rencontres autour de l'accessibilité alimentaire et AMAP. Il a démarré ce cycle en novembre et chaque mois, le premier mercredi du mois, on propose aux membres du mouvement des AMAP et l'ensemble de nos partenaires de se retrouver autour d'une thématique sur l'accessibilité. Et donc, le but, c'est de partager des analyses autour des inégalités alimentaires, construire une culture commune autour de l'accessibilité alimentaire et surtout se nourrir des travaux, donc soit de chercheurs. Ce soir, il n'y a pas d'intervenants chercheurs, il y a des rechercheurs peut-être, dans des approches peut-être plus de recherche-action, mais donc de chercheurs et surtout d'initiatives de partenaires qui pourraient nous inspirer dans le mouvement des AMAP et plus largement dans les territoires. Et c'est aussi pour partager aussi des savoir-faire en AMAP, savoir et savoir-faire en AMAP et renforcer nos capacités d'action collective. Et donc, on terminera à 20h30 et je crois que j'ai fait le tour des grandes informations. Et oui, si, voilà, n'hésitez pas à faire tourner l'information autour de vous pour les prochaines dates, mais ça, on en reparlera à la fin de cette rencontre. Merci à tous. Et je passe la parole à Noémie qui va introduire nos intervenants de la soirée. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette 6e webconférence. On est ravis que vous soyez là toujours aussi nombreux et nombreuses, c'est vraiment réjouissant. Ce soir, on va parler de la question territoriale et donc comment agir collectivement dans un territoire sur les questions d'accessibilité et de solidarité. On va avoir 2 intervenants pour aborder ensemble cette question de l'échelle d'action, des acteurs du territoire, de comment on développe la coopération sur un territoire. Le premier, c'est Marc Alfandéry qui, du coup, va nous faire une première intervention un petit peu de cadrage d'une quinzaine de minutes, suite à laquelle on aura une dizaine de minutes de questions-clarifications. Donc, n'hésitez pas, pendant l'intervention de Marc, à poser vos questions dans le chat. Je les relèverai et donc on les prendra par la suite. Et ensuite, on aura une deuxième intervention de Dominique Hess, qui est entre autres président du réseau Cocagne et directeur de l'écopôle alimentaire de la région d'Audruy, qui se présentera sûrement bien mieux que moi. Et donc, pareil, une intervention d'une quinzaine de minutes avec une quinzaine de minutes de questions. Et enfin, on aura un temps de débat. Les personnes qui ont déjà participé au cycle le savent bien, nous on aime bien refaire le lien entre des interventions et puis la question, ce qui se passe dans les AMAP. Donc là, l'idée, ce sera d'ouvrir, en se basant sur ce qui aura été dit par nos 2 intervenants, sur les AMAP et la coopération territoriale. Qu'est-ce qui se fait déjà? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que les 2 interventions vous donnent envie de faire dans vos AMAP sur vos territoires? Voilà, on aura à peu près 3/4 d'heure de débat. Voilà, je ne vais pas m'appesantir plus longtemps. Je vais laisser la parole à Marc qui donc va nous partager un PowerPoint et puis c'est parti pour 15 minutes. Voilà, bonsoir à tous. Donc, je partage mon PowerPoint. Alors, voilà, je pense que vous le voyez. Donc, j'interviens au nom du labo de l'ESS. Donc, je quitte la casquette du groupe Accessibilité AMAP pour prendre celle du labo de l'ESS, qui est un think tank de l'économie sociale et solidaire créé en 2010, notamment comme première action l'organisation des états généraux de l'économie sociale et solidaire au Palais Brognard en 2011, et puis qui a ouvert des tas de thématiques, dont celle de l'agriculture et de l'alimentation durable, dont je suis en charge comme copilote avec Dominique Picard. Voilà, donc en fait, nous avons produit une étude que je mettrai effectivement dans le chat. C'est une étude en octobre 2020 qui s'appelle « Agir contre la précarité alimentaire pour favoriser l'accès de toutes et de tous à une alimentation de qualité ». Et puis ce travail, ces préconisations qu'on avait faites dans cette étude ont été un peu peaufinées aussi dans une étude qu'on a réalisée pour la métropole de Lyon en lien avec les dialogues en humanité, où nous faisons des propositions autour d'un
enfin, comment dire, d'un concept qu'on appelle les territoires zéro précarité alimentaire que je vais présenter aujourd'hui. Alors, tout part effectivement du fait que nous avons un modèle actuel à dépasser. Vous savez que la lutte contre la précarité alimentaire, aujourd'hui, elle passe principalement par l'aide alimentaire qui est déléguée par l'État à 4 associations caritatives principales, les restaurants du cœur, les banques alimentaires, le Secours populaire et la Croix-Rouge. Et puis, cette aide alimentaire, elle est basée en partie sur les surplus alimentaires qui proviennent de la grande distribution et des industries agroalimentaires, notamment depuis la loi Garot de 2016. Et puis, on a bien vu effectivement dans les webconférences précédentes toute la honte, l'indignité, la violence que peut procurer justement l'aide alimentaire. Donc, ce qu'il s'agit de faire aujourd'hui, c'est de créer une alternative à cette aide alimentaire. Et c'est ça qu'on va proposer, c'est ça que beaucoup d'acteurs proposent, dont le réseau Cocagne, dont beaucoup de partenaires, et dont les AMAP également. Alors, bien entendu, tout ne se résout pas au territoire, on ne peut pas tout faire à l'échelle des territoires. L'État a un rôle important, et l'Europe aussi. D'ailleurs, nous intervenons, là je prends la casquette plus AMAP, au niveau de Miramap, dans le cadre de la réforme de la PAC, c'est-à-dire choisir sa PAC. Effectivement, il y a une remise en cause de la politique agricole à l'échelle de la PAC, mais aussi à l'échelle nationale, qui est absolument essentielle pour assurer une transition alimentaire. Et puis, le deuxième point qui est important, et dont on a parlé déjà dans les webconférences précédentes, c'est le fait de pouvoir instaurer un droit universel à une alimentation digne et durable, qui soit vraiment un droit opposable. Et enfin, un autre aspect aussi sur lequel je reviendrai dans les territoires, c'est garantir un revenu décent. Et ça, il y a un certain nombre de propositions qui ont été réalisées à l'échelle nationale, d'ailleurs qui seront réalisées dans la prochaine élection présidentielle. C'est notamment le minimum social garanti, qui a notamment été d'ailleurs défendu par le Conseil économique, social et environnemental. Et évidemment, la sécurité sociale de l'alimentation, dont Mirabat fait partie, le groupe de travail, et qui pourra faire l'objet aussi d'une discussion. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un territoire zéro précarité alimentaire? Ça fait un petit peu d'ailleurs écho au territoire zéro chômeur, hein, donc que vous connaissez certainement. C'est l'idée d'avoir un territoire qui réunit des acteurs privés et publics qui partagent un objectif commun, l'accessibilité de toutes et de tous à une alimentation de qualité. Alors évidemment, ça veut dire que ça s'articule autour d'un plan d'action qui est pragmatique, c'est-à-dire qui donne des résultats rapides, et ambitieux parce que c'est un plan d'action pérenne. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des plans de relance à l'appel qui distribuent beaucoup d'argent, mais quid de ce qui va se passer après? La question de la lutte contre la précarité alimentaire nécessite vraiment une pérennité importante à l'échelle nationale et territoriale. Et puis, bien entendu, c'est une gouvernance partagée avec les habitants qui sont en situation de précarité, c'est-à-dire agir avec et non pas pour. Ça, c'est un leitmotiv dont on parlera souvent. Et un territoire où on privilégie, où on développe la démocratie alimentaire. Et cette stratégie, justement, ces territoires zéro précarité alimentaire s'inscrivent dans une stratégie alimentaire inclusive et durable. Alors, bien entendu, il faut mettre en place un certain nombre d'actions. Et la première action qui est intéressante, c'est de faire un diagnostic de la précarité alimentaire sur le territoire. Alors, généralement, les précarités alimentaires, parce qu'il n'y a pas une seule précarité alimentaire, il y a différents types de précarité alimentaire, celle des étudiants, celle des personnes âgées, celle des familles monoparentales, il y a les personnes qui n'ont pas de domicile fixe, ceux qui vivent en hôtel, etc. S'appuie donc sur les données de l'INSEE, notamment, pour mettre en lien la précarité économique et les précarités alimentaires. Et puis, on parle souvent de paysage alimentaire, c'est-à-dire pour qualifier l'offre alimentaire de proximité, il s'agit de cartographier cette offre parce qu'il existe des déserts alimentaires dans pas mal de territoires, notamment les zones rurales, mais aussi un certain nombre de quartiers en grande précarité, où en fait, il faut avoir une mobilité pour pouvoir accéder à des commerces alimentaires. Et souvent, il y a des personnes isolées n'ont pas la possibilité de se déplacer. Et puis, dans le cadre de ce diagnostic, eh bien, repérer les initiatives de lutte contre la précarité alimentaire, recenser et évaluer ce qui existe. Et donc, ça permet à l'échelle des territoires de voir à la fois les déserts alimentaires et les zones blanches, c'est-à-dire les zones dans lesquelles il y a une grande précarité alimentaire, mais il n'y a pas d'initiative de lutte contre la précarité alimentaire. Ça, c'est un point important et c'est un point de départ pour pouvoir agir à l'échelle des territoires.
Le deuxième point sur lequel je reviens, et effectivement, c'est assez classique, l'accessibilité. L'accessibilité, il n'y a pas que l'accessibilité économique, on en a parlé précédemment, il y a aussi l'accessibilité pratique, l'accessibilité sociale et culturelle et l'accessibilité citoyenne. Mais l'accessibilité économique, c'est la première barrière qui empêche des personnes qui ont un revenu limité d'accéder à des produits de qualité. Alors, quelles sont les propositions qu'on peut faire? Mais bien entendu, augmenter les revenus. J'en ai parlé. Le minimum social garanti, eh bien, on a un exemple, par exemple, de Grande-Synthe qui a mis en place le minimum social garanti. Alors, et puis, on a l'exemple de la métropole de Lyon qui souhaite mettre en place le RSA pour les jeunes de moins de 25 ans pour inciter évidemment l'État à agir dans cette direction. On peut aussi agir sur les capacités d'achat. Alors, il y a la fameuse proposition des chèques alimentaires, mais dont on ne voit pas effectivement l'issue, qui avait été proposée par la Convention citoyenne, mais dont les modalités d'action sont assez complexes. Il y a la notion de prix solidaire, que l'on pratique d'ailleurs dans nos réseaux, puisque les contrats solidaires qui sont mis en place par les paniers marseillais ou en Hauts-de-France, ou ce que propose aujourd'hui le réseau Cocagne avec les paniers solidaires, l'opération panier solidaire, eh bien, c'est un exemple de prix solidaire, c'est-à-dire qu'il y a une solidarité à la fois des consommateurs, mais aussi de partenaires publics et privés. Et puis, il y a la possibilité d'agir avec la monnaie locale. C'est d'ailleurs ce qui est proposé, enfin, qui va être proposé à Lyon avec la Gonette, pour pouvoir soutenir justement le revenu des étudiants. Et puis, il y a la monnaie temps, et je pense que Dominique vous en parlera, avec la manne qui existe à Nous-Sangouel et qui est un exemple intéressant. Puis, troisième élément, évidemment, réduire le coût de vente des produits alimentaires. On en a parlé dans la webconférence précédente avec les achats groupés, notamment VRAC, mais il y a aussi donc la mutualisation, le fait d'acheter la production à l'avance comme les AMAP, ce que font le réseau Cocagne, les épiceries sociales et solidaires qui travaillent dans le cadre de l'UGES, voilà, et puis l'achat de produits déclassés. Alors, je vais très vite parce qu'il y a beaucoup de directions de travail, et enfin l'autoproduction sur lequel on reviendra, qui est un axe de travail qui est très intéressant, notamment avec les jardins partagés qui se développent dans les territoires. Troisième point, l'accueil, l'orientation et l'information. On se rend compte qu'il y a des personnes qui sont invisibles et qu'on n'arrive pas à toucher. Donc, la question, c'est comment on arrive à toucher les personnes de façon générale, les personnes en précarité. Donc, ça veut dire à la fois des lieux d'accueil de proximité, mais aussi des guides qui permettent de pouvoir recenser toutes les initiatives qui existent à l'échelle des territoires ou des outils de cartographie. Mais évidemment, tout le monde n'a pas accès aux outils numériques. C'est aussi simplifier les procédures. Vous savez que, par exemple, pour accéder à l'aide alimentaire, ça se fait sur la base du calcul du reste à vivre. Et ça, il y a un certain nombre de villes qui qui travaillent à l'harmonisation justement de ces ratios, de ces modes de calcul qui sont en général différents d'une association à l'autre. Et puis, bien entendu, c'est orienter les personnes sur des dispositifs adaptés, parce qu'il y a des dispositifs par rapport aux situations spécifiques des personnes. La sensibilisation alors, de toutes les catégories personnelles, des personnels qui travaillent à orienter les personnes en situation de précarité, les élus, les travailleurs sociaux, mais aussi tout ce qui peut exister dans les écoles, les enseignants, les ATSEM, les animateurs, les élèves. Et là, il y a un exemple d'un réseau qui est particulièrement implanté en Rhône-Alpes, qui s'appelle le réseau Marguerite, qui travaille justement sur l'alimentation durable et qui organise des projets dans ce domaine avec les élèves et les enseignants. Et puis, c'est la sensibilisation des personnes en situation de précarité. Donc, vous avez peut-être entendu parler du défi famille à alimentation positive qui est organisé en général par l'ARDAB, bon, pas ceux, enfin, et qui s'est développé à Lyon, mais aussi dans pas mal de villes, et qui essaye de travailler à établir avec les personnes en difficulté un budget avec des produits de bonne qualité et une autre manière effectivement de manger. Et puis il y a aussi les ateliers de bien vivre alimentaire dont vous parlera certainement Dominique S. Et puis toute une série d'ateliers qui peuvent être réalisés par exemple dans les épiceries sociales et solidaires de certains réseaux. Voilà, donc
La question du gaspillage alimentaire est aussi importante, elle revient systématiquement. Bien sûr, il faut agir en amont de cette problématique, c'est-à-dire réduire effectivement la production et l'adapter aux besoins. Mais il y a toute une série de mobilisations autour du glanage. Alors, le glanage ça peut d'ailleurs s'organiser entre nous, hein, parce qu'avec les producteurs en AMAP, par exemple, on peut organiser le glanage, c'est-à-dire la récolte de produits qui sont invendus ou qui restent sur les arbres, dans les terres, etc. Donc, c'est l'exemple du collectif Rebond à Nantes qui travaille sur cette question-là, mais aussi la transformation et la récupération de produits qui sont invendus. Exemple des chantiers d'insertion de l'ANDES, qui est l'Association nationale des épiceries solidaires, et qui travaille avec les marchés d'intérêt nationaux. Et puis, il y a bien entendu les systèmes de dons directs sur lesquels on peut travailler. Notamment, c'est l'exemple de Biocyc, qui est une entreprise d'insertion qui récolte les surplus alimentaires des Biocoop pour les redistribuer à des associations qui travaillent dans la lutte contre la précarité alimentaire. Enfin, donc, autre élément, c'est le sixième élément, la restauration collective, c'est-à-dire faire de la restauration collective un outil au service aussi de la lutte contre la précarité alimentaire et surtout de l'accès à une alimentation de qualité. Donc, c'est d'une part agir pour que cette restauration collective soit accessible par tous et par toutes, avec notamment la possibilité pour les plus précaires d'avoir une gratuité qui soit prise en charge par la collectivité. Non, en général, c'est le CCAS qui le prend en charge, mais aussi un outil au service de la lutte contre la précarité alimentaire, notamment avec les cuisines centrales ou des restaurants municipaux qui prennent en charge, enfin qui accueillent les personnes en situation de précarité midi et soir. Bon, l'exemple des restaurants Émeraude à Paris qui le font depuis longtemps. Et puis, c'est aussi un outil d'éducation à la santé et à l'environnement. Donc, je poursuis, j'espère que je ne suis pas trop en retard. Des lieux de rencontre et d'échange. On en parlera à travers la présentation de Dominique, mais c'est des lieux de proximité solidaires et multifonctionnels, notamment les tiers-lieux alimentaires, dans lesquels il peut y avoir à la fois un lieu de distribution, un lieu de sensibilisation, une cuisine collective, etc., un restaurant solidaire. Et donc, bon, l'exemple, c'est le Médaillel Saint-Hubert, les racleurs aussi qui existent à Sainte-Foy-la-Grande. Voilà, il y a beaucoup d'exemples en France très intéressants. Et puis des micro-fermes urbaines ou des jardins solidaires dans lesquels on fait aussi de la transformation de produits maraîchers. Bon, ça existe. Bon, l'exemple de passe-jardin, de graines de jardin en Île-de-France, où il y a aussi un travail de sensibilisation très important. Et enfin, j'en viens à la question des démarches de coopération. La coopération, c'est déjà de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut mutualiser à l'échelle des territoires, comment on peut travailler ensemble. C'est pour mutualiser, par exemple, des plateformes de stockage, de logistique, de livraison, de distribution et d'approvisionnement comme dans le Gers. Donc ça, c'est le premier aspect. On peut utiliser, et on pourra en discuter dans le cadre des AMAP, les projets alimentaires territoriaux qui se développent à l'échelle du territoire et qui agissent sur la question de l'accessibilité sociale. Bon, il y a le fameux exemple qu'on avait eu aussi dans les premières webconférences de Terre de Lorraine, le projet alimentaire territorial du Douaisis. Et puis, bien entendu, alors pour revenir aux pâtes, il y a encore peu d'exemples significatifs, à part celui de Terre de Lorraine, qui en général est celui qui revient systématiquement. Mais il y a aussi, donc, j'en parle puisque c'est quelque chose qui fait partie de l'économie sociale et solidaire, les pôles territoriaux de coopération économique. Et l'exemple, évidemment, que reprendra Dominique, c'est Écopole alimentaire d'Audruic. Donc, c'est l'idée, effectivement, de pouvoir agir ensemble autour d'un regroupement d'acteurs économiques, de chercheurs, et pourquoi pas de différents acteurs locaux. Alors, il y a l'exemple de la bio pour tous dans les Hautes-Pyrénées. Alors, tout ça, je pourrais vous donner un certain nombre de références, mais en particulier l'étude qu'on a réalisée met les liens avec toutes ces initiatives. Et puis, c'est aussi le soutien à la coopération par les marchés publics, notamment, par les appels à projets collectifs, puisqu'aujourd'hui, vous savez que malheureusement, les appels à projets ont plus tendance à mettre en concurrence les acteurs et il faut privilégier les appels à projets
qui permettent la coopération entre les acteurs, notamment de l'économie sociale et solidaire. Et donc, j'en viens à la question de la gouvernance partagée. Pour pouvoir créer un territoire zéro précarité alimentaire, il faut d'abord construire un collectif d'acteurs qui regroupe des acteurs publics et privés, travailler sur des lieux d'expérimentation, comme ça a pu être fait notamment dans les territoires zéro précarité alimentaire, et travailler autour d'un plan d'action qui à la fois essaye de réfléchir sur qu'est-ce qu'il est possible de faire à court terme et à long terme. Et enfin, point que nous aborderons non pas dans la prochaine, mais dans la webconférence de juillet, c'est définir des modalités de financement public et privé. Ça, c'est le nerf de la guerre, c'est important. C'est à réfléchir à quels sont les partenaires possibles, quelle est l'éthique qu'on peut défendre en termes de financement également, parce que c'est une question qu'on peut se poser. Quels sont les financements qu'on accepte et quels sont ceux qu'on n'accepte pas, voilà. Voilà, donc je vais me limiter à ça parce que je pense que le temps est réduit. Je ne sais pas quelle heure il est. Donc, et voilà. Écoute, merci Marc, tu as tout à fait respecté le temps et pour l'instant, il n'y a pas de questions. Bon, je pense que tout le monde est un petit peu en train de digérer toutes ces informations. Si jamais il y a des personnes qui veulent donc soit poser des questions, soit faire une remarque, il ne faut pas hésiter. Et sinon, Marc, peut-être que je peux te laisser soit continuer. Ah, Florent. J'ai entendu parler d'un chèque de 50 € pour les étudiants, il me semble, au moins à Paris, mais est-ce que c'est déjà dans cette démarche? De toute façon, il y a aujourd'hui des initiatives ponctuelles, c'est-à-dire que la question de l'alimentation est une question politique centrale aujourd'hui. Vous avez pu voir que tous les politiques se sont saisis de cette question-là parce que ça fait partie des programmes, notamment présidentiels et des conseils régionaux. Oui, il y a beaucoup d'initiatives qui vont être prises en direction des étudiants. Je ne suis pas au courant de celle de Paris. Peut-être que les Parisiens pourront en témoigner. En tout cas, l'augmentation des revenus, l'augmentation est quelque chose d'absolument essentiel. Qu'on passe effectivement par la sécurité sociale de l'alimentation, qui est une proposition intéressante, ou par des minimums sociaux garantis, je pense que c'est tout à fait inéluctable. Aujourd'hui, les personnes en difficulté n'ont pas le choix de ce qu'elles mangent et sont dépendantes d'un système qui est l'aide alimentaire, n'ont pas d'autonomie. L'aide alimentaire, en fait, c'est un système qui permet d'apporter des réponses palliatives, avec évidemment une alimentation qui est de qualité médiocre et qui crée des déséquilibres nutritionnels. Donc, aujourd'hui, c'est important de pouvoir jouer effectivement sur le revenu des personnes. C'est essentiel. Il y a deux questions, Marc. Il y en a une première sur une personne qui demande s'il y a des initiatives de territoire déjà engagées que toi, tu connaîtrais. Alors, des initiatives de territoire déjà engagées, oui. Notamment, je pense que Dominique témoignera de ce qui se passe effectivement dans la région d'Audruic, etc. C'est un bel exemple. Il y a beaucoup d'exemples, vraiment énormément d'exemples. Il y avait notamment, on pourra partager un exemple qui est assez intéressant, qui a été réalisé par l'ANSA, l'Agence nouvelle des solidarités actives, qui a élaboré un document qui s'appelle Pratiques inspirantes, et justement qui parle de toutes les initiatives de coopération et de coordination qui existent à l'échelle des territoires. Donc, je vais vous mettre le lien. Voilà, donc c'est… Il y a une personne qui a levé la main et je te donne la parole. Oui, c'est peut-être moi, Marie-Thérèse Petit-Debout. Tout à fait. Ok, d'accord. Vous parlez donc des régionales et des élections présidentielles, mais je pense que le département, dans cette affaire-là, a vraiment toute sa place. Je voulais savoir ce que c'était, par exemple, le PTCE, là où c'est un plan territorial. Non, le PTCE, c'est un pôle territorial de coopération économique. Donc, c'est un outil qui a été mis en place, je ne me rappelle plus exactement, il y a quelques années, qui a été lancé donc, par des
des acteurs de l'économie sociale et solidaire. C'est un outil effectivement qui permet de réunir des acteurs de l'économie solidaire, sociale et solidaire, autour d'un projet d'action. Et je pense que justement, vous en saurez plus avec l'intervention de Dominique, puisqu'il en parlera, puisqu'il a mis en place un PTCE dans la région d'Odoric. D'accord. Marc, il y a d'autres questions. Il y a Marilyn qui demande si on a déjà des pistes d'action sur des pôles qui pourraient créer des regroupements. Mais je pense que c'est un petit peu en lien avec la question précédente. Et là, je pense que on peut renvoyer vers le guide de l'ANSA qu'on va mettre dans le chat, à moins que toi, tu penses à autre chose, une autre réponse. Non, je pense qu'effectivement, on y a répondu précédemment. C'est un petit peu dans la même direction. Il y a ce qu'on pourra mettre en place, puisqu'on y avait parlé, on y avait pensé, c'est de pouvoir mutualiser des ressources autour de ces questions et autour des différentes expériences qui peuvent être inspirantes et innovantes, parce qu'il y en a plein en France. Hein. Vraiment, ça devient autour de l'accessibilité, c'est de plus en plus courant dans chaque territoire, et notamment autour de la problématique de l'accessibilité à l'alimentation de qualité. Aujourd'hui, il y a vraiment une réflexion pour savoir comment on change de paradigme et comment on dépasse l'aide alimentaire. Alors évidemment, ça ne se fera pas d'un coup. Il y a aujourd'hui 8 millions de personnes qui sont bénéficiaires de l'aide alimentaire. Il faut répondre à l'urgence sociale. Et donc, c'est tout l'enjeu de la transition alimentaire. C'est effectivement essayer de casser cette fracture alimentaire qui fait que seules les personnes qui en ont les moyens ont accès à des produits de qualité. Il y a une autre question d'Augustin qui demande quels seraient, selon nous, selon vous, selon toi, les échelons territoriaux les plus pertinents pour déployer et ou coordonner les territoires zéro précarité alimentaire. Ben, je pense qu'au départ, il faut qu'il y ait un territoire relativement limité. Alors, ça peut être un arrondissement d'une ville, ça peut être une communauté de communes, enfin voilà, c'est à discuter. On ne peut pas présumer, ça peut être lancé par un projet alimentaire territorial qui s'empare de cette question-là. Ça, c'est la première chose. En tout cas, les conditions qui sont absolument essentielles, c'est d'avoir une volonté politique, d'abord, des élus locaux. Et qu'il puisse y avoir une politique de partenariat avec les acteurs, toutes les associations qui travaillent dans cette direction-là. Et puis, un des points sur lequel on reviendra, c'est surtout agir avec les personnes qui sont en situation de précarité. C'est-à-dire mettre les personnes en précarité au cœur de ce processus. Ça, c'est également aussi une condition essentielle. Donc, ça dépend des dynamiques territoriales qui existent. Je pense que c'est aujourd'hui ce qu'il faut, c'est trouver effectivement des expérimentations avec des acteurs. Bon, on est en contact avec pas mal de villes aujourd'hui. On avait travaillé, bon, on est en instance de réflexion avec la métropole de Lyon notamment. On a été contacté par Montreuil. Enfin, il y a pas mal de villes aujourd'hui où ça bouge et où il y a une volonté politique de pouvoir mener en tout cas des plans ambitieux par rapport à cette question-là. Si on parle de politique, il y a une question qui est en lien avec ce que tu viens de dire. Sylvia qui demande si on ne devrait pas interpeller le ministère de la Santé, parce que de fait, tout ce dont on parle, les questions d'alimentation saine, a des liens très directs avec la santé. Qu'en penses-tu? Oui, mais je crois que de toute façon, c'est ce qu'on avait discuté déjà. La notion de coopération, elle doit exister aussi et de coordination à l'échelle des ministères, parce qu'il y a souvent une politique en silo. Hein. Il y a entre le ministère de l'Agriculture, l'action sociale, la santé, etc. La question de l'alimentation, elle est au cœur de différentes problématiques, qui fait que, effectivement, ça doit être pris en charge par les différents ministères concernés. Et notamment, on travaille pas mal en lien avec les ARS, c'est absolument nécessaire. La question de la sensibilisation et du lien entre l'alimentation et la santé est déterminante. Et disons que je ne suis pas revenu sur les enjeux de l'accès à l'alimentation de qualité, mais deux enjeux. Bon, on connaît l'enjeu économique, on connaît l'enjeu agricole, mais l'enjeu à la fois sanitaire et l'enjeu environnemental, hein, puisque je reviens toujours là-dessus, c'est-à-dire le système alimentaire, il pèse de façon considérable dans l'émission des gaz à effet de serre, 30% à l'échelle mondiale et à peu près entre 20 et 25% à l'échelle de la France. Donc, c'est aussi pour ça qu'il faut agir. Hein, le ministère de l'Environnement et aussi de l'écologie est directement concerné.
Eh ben, merci Marc. Si jamais il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir donner la parole à Dominique. Bonsoir Dominique et bienvenue. Bonsoir. Je te laisse la parole et donc tu es co-animateur, donc tu peux partager ton PowerPoint quand tu le souhaites. D'accord. Alors, je vais appuyer sur le bouton partager l'écran. Voilà. Et là, on tombe sur. Je suppose que c'est comme ça qu'il faut faire. Normalement, il faut que tu choisisses lequel de tes écrans, enfin, ce que tu... Voilà, parfait. Nickel. Ouais, ça a l'air d'aller. Bon, est-ce que j'ai encore le droit de passer en mode plein pot? Oui, lire. Ça va, vous voyez bien? Ça va pour vous? Ouais, c'est parfait. Bon. Alors, bon, écoutez, je vous remercie déjà de nous inviter à partager un petit peu notre expérience. Je vais, oui, peut-être faire référence à toute une série de pistes de solutions qu'on a imaginées et que Marc a mentionné comme étant des possibles choses sur lesquelles je vais revenir. Alors, pas toutes, parce que, bah oui, on enfile des perles, beaucoup d'actions, mais mon propos sera surtout de me centrer quand même autant que je le peux sur ce qui fait, d'après moi, un peu en jeu, c'est comment on organise ça dans des formes de coopération. C'est-à-dire que chaque chapelle n'essaye pas de développer des choses dans son coin et qu'il y a un enjeu à l'une des premières expérimentations qu'on peut faire de voir comment se regrouper, créer des formes d'altérité et que ces altérités se vivent aussi à une échelle et ces coopérations à une échelle territoriale et sur lequel je n'ai pas déjà, je vous le dis d'emblée, une réponse sur quelle est la bonne taille de territoire. Je pense que ce qui va surtout présider cette question d'échelle territoriale, c'est le plaisir et la capacité d'organiser une proximité pour bien travailler ensemble de façon pertinente. Bien évidemment, les échelles de territoire ne sont pas les mêmes selon qu'on soit dans ce qu'on appelle aujourd'hui une zone blanche. D'ailleurs, c'est curieux d'emprunter de nos jours au vocable de la téléphonie pour parler quand même de béance ou de carence de services, et notamment de services publics dans des territoires qui en sont démunis d'emprunter à la téléphonie mobile. Ça fait très start-up génération, la start-up française, je le dis au passage. On se fait un peu tous piéger par ça. Nous aussi, on parle à cocaïne de zone blanche. Et en même temps, il y a lieu de s'interroger quand même sur cet emprunt au monde de l'économie, du numérique et du téléphone. Bon, bref. Et donc, comment on organise effectivement des systèmes territoriaux de coopération. C'est surtout de ça que je vais essayer de vous parler. Alors, bien évidemment, ça ne vient pas de rien. Pour parler des tiers-lieux, puisque c'était aussi ça qui faisait un peu l'invitation à discuter avec vous. Bon, alors, cette notion de tiers-lieu alimentaire, la notion de tiers-lieu, on l'accepte dès lors que si des gens essayent de s'associer pour trouver des réponses communes et que ces réponses communes font territoire, à ce moment-là, cette histoire de tiers-lieu nous va bien. Parce que dans cette notion de tiers-lieu, il va y avoir aussi à boire et à manger. On appelle tiers-lieu les gens qui vont faire du business autour du coworking, tout aussi bien que ces initiatives qu'on essaye de mettre en place de façon très militante. Vous voyez, la notion de tiers-lieu, elle est quand même très spacieuse. On y réunit quand même beaucoup de choses. Alors nous, on a par coquetterie appelé ça les places à vivre, avec un S à la fin. C'est-à-dire des lieux où on va être ressource dans une dynamique aussi d'engagement et d'éducation populaire sur lequel je reviendrai avec comme recherche finalement pas de remplir les ventres, ça l'aide alimentaire le fait, on en voit la limite, mais aussi d'entamer des dynamiques émancipatrices des personnes, autrement dit, se réconcilier avec cette vieille idée d'éducation populaire qui consiste à passer du poisson qu'on fournit à la canne à pêche et de la canne à pêche aussi interroger la rivière et les conditions de la rivière dans lesquelles on peut pêcher, c'est-à-dire les circonstances environnementales, économiques, du modèle alimentaire dominant aujourd'hui et ses limites. Bon, alors, quand même, c'est un lieu physique, un tiers-lieu. Vous voyez, j'y suis d'ailleurs.
C'est un moment pour être en paix en ce moment. Parce que nos activités sont réduites quand même d'au moins la moitié pour des histoires de Covid. C'est souvent des lieux, mais on le verra, il ne s'agit pas forcément d'avoir 4 murs en dur pour faire tiers-lieu, pour faire rencontre. Tiens, je n'arrive plus à… Voilà, nous, notre enjeu, c'est celui-là, c'est de faire société sur nos besoins essentiels et ces lieux peuvent servir à ça. Et bien évidemment, le souci particulier qu'on a, nous, c'est de faire société sur la question alimentaire. Mais on se rendra vite compte que ça, je n'avais pas prévu que ça fasse un petit soleil comme ça. Bon, c'est bien, ça fait une petite animation jolie. Mais le problème, c'est que je n'avais pas vu sur mon écran qu'il y avait une animation de ce type-là. Je suis vraiment désolé. Je vais essayer de surfer avec ça. Faire société, c'est en l'occurrence comment garantir déjà l'accès à une alimentation durable, ce qui suppose qu'il puisse y avoir une capacité à organiser une production qui permette d'avoir une gamme sur le territoire et que cette gamme, fruit d'une coopération entre différents acteurs qui font de l'agriculture, soit organisée aussi pour qu'il y ait une logistique qui l'accompagne. Donc, le premier enjeu, et ce sera un enjeu qui lance cette idée d'écopole alimentaire, c'est de voir comment faire une coopération économique entre acteurs, producteurs et distributeurs pour arriver à garantir cet accès à une alimentation durable. Vous savez, aujourd'hui, faut se rendre compte que sur chacun de nos territoires, si on réunissait tous les acteurs dits des circuits courts, etc., on représente que moins de 1% de la population consommatrice de denrées. Moins de 1% des mangeurs. Donc là, il y a un enjeu, effectivement, sur un territoire à réfléchir à des stratégies pour arriver à toucher le plus grand nombre et du coup, finalement, ouvrir les horizons à plus de gens, ce qui va supposer, effectivement, de pouvoir accompagner les mangeurs dans cette réorientation vers une alimentation durable. C'est là qu'on va retrouver les ateliers cuisine, mais bien d'autres choses. En vertu de ces deux points-là, ce qui nous a semblé intéressant, c'est qu'il puisse y avoir effectivement des lieux repères. Alors, vous pouvez écrire repères, P-E-R-E, P-A-I-R-E, si vous voulez. Ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire des lieux à partir duquel on va pouvoir organiser cette rencontre pour procéder à ces organisations et toucher plus de public. C'est ce qu'on appelle en fait une place à vivre. Et que, bien évidemment, ces 3 points, garantir l'accès à une alimentation durable, ouvrir les horizons au plus grand nombre, et qu'il y ait des places à vivre pour essayer de rentrer dans ce dialogue et la construction de solutions nouvelles, s'ancre aussi dans une nouvelle façon de faire économie. Et c'est là qu'à un moment donné, on est certainement à… Je pense que c'est peut-être ça le principal enjeu d'un regroupement entre acteurs, c'est de faire face à un modèle dominant quand même. Celui-là même, aujourd'hui, qui s'est imposé dans l'aide alimentaire, en proposant quand même, malgré tout, et c'était sympa que le Secours catholique soit le premier à souligner ça, que les pauvres n'ont pas vocation à être les poubelles de la grande distribution. Donc, si on croit à ce qu'on fait, si on croit à toutes les vertus dont vous avez parlé de l'alimentation durable, il faut nécessairement qu'on s'organise, à la fois nationalement, peut-être par des grands accords, on le verra, comment on a procédé, nous, à Cocagne, et aussi localement pour arriver à incarner véritablement des modèles économiques d'une nouvelle sorte. Alors là, il y avait plein d'actions que je vais passer vite, parce que ce n'était pas mon propos de commencer à vous faire un inventaire de toutes ces actions. Désolé, un petit peu de patience, c'est bientôt terminé. Voilà. Alors, en fait, cette histoire de tiers-lieu, elle est née en fait d'une action qu'on avait, nous, dans le cœur de Bassin Minier. Donc, en fait, on est implanté sur 2 endroits, nous, les Anges Gardins, à la fois sur la région de Druic, qui est entre Calais et Dunkerque, donc plutôt sur le littoral, et aussi en cœur de Bassin Minier, dans la région de Nance-les-Vins. On était en situation urbaine, il fallait mettre en place une politique alimentaire, mais pour ça, il faut un opérateur. Il n'y avait pas d'opérateur sur ce territoire et donc on a levé le doigt en disant on va être un peu opérateur de cette politique alimentaire territoriale.
Alors, le problème, c'est qu'on se retrouvait dans un système plutôt urbain, avec des terres qui pourraient permettre d'opérer un complément de gamme, c'est-à-dire de cultiver des produits plutôt sensibles. Alors ça, ce n'est pas très représentatif, ça doit être des courges, mais en gros, le fruit, par exemple, comment sur des petits espaces cultiver du fruit, parce que dans notre région, on n'a pas une tradition de production de fruits. Des petits espaces, bah, c'est très éparpillé. Et du coup, que c'est très éparpillé, c'est aussi, ça réclame beaucoup d'énergie et de temps de travail. Et notre idée, ça a été de dire, bah, faudrait que un peu comme les AMAP l'ont fait hein, dans la préparation des paniers, etc., enfin, que les AMAPiens jouent un rôle dans l'organisation du système de distribution. Bah là, sur la production, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de mobiliser nos concitoyens pour faire en sorte que via ce qu'on a appelé des chantiers coopératifs, les gens en fait participent, s'engagent sur un projet qui s'appelle l'archipel nourricier à cultiver la terre. En fait, nos histoires ont commencé tout bêtement comme ça. Hein, on n'a pas théorisé les choses. C'est bien des situations qui nous ont amenés en fait à faire un peu d'innovation incrémentale. Et donc là, vous avez symboliquement une personne là, qui est en insertion avec sa bêche et qui fait des trous. Et là, vous allez avoir un volontaire, ça aurait pu être l'inverse, hein, bien évidemment, qui va planter des choses. Et du coup, on a trouvé que c'était intéressant que les gens qui s'engagent, bah, ils soient malgré tout reconnus dans cet engagement, qu'ils soient récompensés, on peut le dire comme ça, dans cette mobilisation qu'ils ont à nos côtés pour essayer de rendre l'agglomération Lens-les-Vins nourricière. Et de fil en aiguille, ça a créé un système. Alors, un système qui a été effectivement avec un marqueur d'échange, hein, qui est la manne dont a parlé Marc tout à l'heure. Donc, ce n'est pas une monnaie complémentaire. Alors, on pourrait appeler ça plutôt une monnaie-temps. Moi, je parle de création monétaire parce que c'est en fait une monnaie pour un système donné et une communauté donnée pour en fait marquer les échanges entre cette communauté. Donc, on a imprimé juste un billet. Hein, c'est facile hein, d'imprimer des billets, de créer des sous. Vous voyez, même en ce moment, le gouvernement, il fait ça. Donc, bah là, c'est pareil. On a créé en fait cette monnaie et on s'est dit, bah voilà, don contre don, temps contre temps. Si les gens nous aident à mettre en place effectivement cet archipel nourricier, c'est pour ça que vous voyez les gens qui cueillent des fruits, etc. Ils gagnent de la manne. Avec la manne, ils prennent des poules bourbourgs, ils trouvent en fait moyen d'avoir des services d'autres membres de cette communauté. Enfin, vous voyez, vous commencez petit à petit à régir tout un système d'échange, de dons et de contre-dons. Vous pouvez avoir des paniers biolocaux. Voilà. C'est comme ça que, vous voyez, de façon très progressive, on a commencé à organiser ce système qu'on a appelé Ménadel. Alors maintenant, il y a une manne aussi sur le littoral pour les territoires plus ruraux où nous sommes implantés depuis l'origine. Et voilà, avec cette manne, on a commencé. Alors, il y a des flèches qui rentrent. Hein, les gens gagnent de la manne en rendant des services à des associations, en participant au chantier coopératif, en étant famille d'accueil de la poule bourbourg en voie de disparition chez nous. Et puis, de l'autre côté, ils accèdent à un catalogue de contreparties qui permettent d'aller chez des partenaires commerçants du coin ou prendre des légumes ici ou un repas au Ménadel ou Saint-Hubert, que sais-je encore, ou bénéficier d'ateliers de cuisine enchantés. Donc voilà, les affaires ont un peu commencé comme ça et aujourd'hui, vous avez un comité d'usagers qui régit un petit peu la vie de cette manne qui est monnaie d'une autre nature pour de nouveaux échanges. Mais ceci a pris une telle ampleur qu'il fallait qu'on ait ce lieu hein, pour essayer de continuer à envisager ce qui pourrait être les futurs échanges, les actions à mener. Et c'est comme ça que petit à petit, cette histoire de place à vivre s'est lancée, s'est initiée, s'est imposée. Au départ, on ne cherchait pas effectivement à mettre en place un tiers-lieu dans 4 murs. C'est bien cette volonté d'accroître des échanges qui nécessitait d'avoir des moyens techniques et logistiques pour les accompagner et trouver un moyen de faire une convergence entre nous et sur un lieu voilà, qui finalement peut tout aussi bien être un lieu, 4 murs ou un chalet. Enfin, vous voyez, il ne faut pas forcément commencer à raisonner
j'ai du mal à me dépêtrer de cette question, mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que ce n'est pas nécessairement 4 murs. Hein. C'est une dynamique d'acteurs et qu'il faut à un moment donné peut-être trouver un endroit où il y a une jonction, les gens ils arrivent à matérialiser où cette dynamique se met en place. Je vous laisse un peu avec cette idée-là, même si elle est un petit peu brouillonne, j'en conviens. Et donc, les places à vivre sont quand même dédiées à de la qualité de vie, vont faire du ralliement, essayer d'irriguer les activités en ayant peut-être des antennes dans des quartiers, sans forcément dire qu'il faut à chaque fois ces 4 murs. Créer des moyens de stimuler l'engagement citoyen des gens, vraiment cette logique de la canne à pêche, enfin du poisson à la canne à pêche et de la canne à pêche à la rivière. Et puis finalement essayer de répondre ensemble à comment reprendre la maîtrise de notre destin alimentaire et plus largement la maîtrise de toutes les grandes fonctionnalités de la vie, l'art d'habiter, que sais-je encore. Concrètement, on va retrouver, pour vous donner des illustrations, des actions comme celle-ci. Alors, on leur a donné des noms parce que c'est important après de communiquer un peu dessus, mais peu importe les noms, mais notamment sur le hub Manger local, on va retrouver plusieurs acteurs de circuits courts, dont certains que vous connaissez, comme Brac, où on a aussi intégré Biocoop, vous connaissez Artisans du Monde. Donc des acteurs de circuits courts ou plus largement des acteurs qui vont chercher quand même à développer une éthique sur leur façon de proposer les produits. Alors, Biocoop, il peut y avoir un débat, mais bon, il se trouve que la Biocoop locale, elle est vraiment dans la veine militante d'origine, et donc on est très à l'aise pour travailler avec eux. Et par exemple, ce qu'on cherche à faire, c'est de voir comment organiser l'accessibilité grâce à la manne, par exemple, pour vous donner un exemple très concret, de toutes ces sources de diffusion de produits. Hein. Comment faire une com ensemble pour être beaucoup plus accessible, visible par la communauté locale des mangeurs. Vous voyez, ça va être les enjeux très concrets auxquels on se confronte quand on essaye de travailler en hub autour de cette question. Alors, on va retrouver bien sûr les chantiers coopératifs, on va retrouver des événements capacitants qui permettent de comprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, les enjeux du bien-vivre alimentaire, mais aussi des modes d'alimentation durable, éthiques, etc. On va aussi voir comment le numérique, qui est une vraie source de danger, peut être aussi facilitante pour accéder, rendre accessible effectivement des formes de consommation plus relocalisées. Vous voyez, dans une place à vivre, il peut y avoir aussi bien des actions concrètes que des dynamiques en fait de croisement d'acteurs, de croisement de vues et de croisement d'actions. Alors voilà, ça c'était un peu sur la provoque, hein, je vous ai pris un truc. Vous n'avez pas de sous pour avoir 4 murs, vous payez 1400 balles de loyer tous les mois, on peut faire un tiers-lieu hors les murs. Vous voyez, il suffit d'avoir un carport, mais évidemment vous virez les caisses. Hein. Et puis derrière un lieu comme ça, dans un quartier, vous pouvez commencer à organiser un vivre ensemble articulé sur bien vivre alimentaire. Hein, c'est ce que je voulais vous montrer par cette photo que j'ai piquée bien évidemment sur Internet, vous l'avez compris. Et ça fait quoi? Allez, 2 ans que notre tiers-lieu existe, que cette logique de place à vivre commence à s'instiller, que déjà des acteurs, et pas des moindres, j'en profite pour saluer les camarades du Secours catholique que j'ai vus, a priori, qui parmi les gens inscrits à votre cycle de formation, apparaît cette notion de territoire à vivre, ou comment façonner ensemble ces territoires alimentaires inclusifs de façon, je dirais, plus élargie, plus démultipliée. Alors, il faut savoir qu'on a postulé à un appel à projet Tartampion, peu importe, et qu'on a été lauréat au niveau national de cela. Alors, nous, c'est qui? C'est le réseau Cocagne. Attendez, voilà, les acteurs sont là. Associé au Secours catholique, associé à UGES, qui est donc l'union des épiceries solidaires qui n'ont pas voulu rentrer pour aller vite dans le réseau à SOS, qui a racheté en fait Andes.
le réseau des CIVAM, que vous connaissez sans doute, l'association VRAC, qui a un très beau projet de mise à disposition du BRAC dans les quartiers politiques de la ville notamment, et donc bien évidemment le réseau Cocagne. Comment créer en fait une forme de collectif qui va faire en sorte que d'une initiative qui est locale, on arrive à transposer ça à une échelle territoriale plus vaste, plus diffuse, plus démultipliée, à partir d'un référentiel de pratique que nous avons essayé, nous, d'initier depuis 2 ans. Vous voyez, c'est ce type de coopération qui est en train de se mettre en place aujourd'hui et qui me paraît intéressant de suivre, d'instiller et d'opérer, alors pas forcément qu'avec ces acteurs-là, avec les acteurs qui sont là, mais aussi avec d'autres dynamiques d'acteurs, vous l'avez compris. Nous, notre tiers-lieu, nous l'avons lancé, cette dynamique, nous l'avons lancée à partir d'acteurs locaux qui n'étaient ni membres du Secours catholique, ni membres de l'UGES, malheureusement on n'en a pas dans notre région, et pas forcément acteurs de CIVAM. Mais d'arriver à faire en sorte qu'à l'échelle nationale, ces grandes structures et belles structures commencent à se mobiliser pour travailler ensemble, c'est une autre façon de travailler que ce que fait l'aide alimentaire aujourd'hui. Effectivement, 4 grandes écuries qui se tirent la bourre, qui s'entendent pour garder, effectivement, je dirais, un grand privilège de pouvoir capter tout l'argent de l'aide alimentaire pour faire un travail, quand même. Je ne dis pas qu'ils sont en train de se goinfrer, ce n'est pas mon propos. Mais on voit bien que leur action est malgré tout limitée, qu'ils ont besoin de petits poussés comme nous, réunis, qui faisons poids, pour arriver à développer d'autres formes de mise en place de l'aide alimentaire. Alors, vous allez, comme vous pouvez le voir, c'est une ingénierie territoriale qui va faire en sorte que toutes ces actions locales arrivent petit à petit, vous voyez, à se structurer pour arriver à des systèmes de coopération territoriale. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui et que je retrouve un peu dans l'idée de ce qui est proposé par le labo ESF, avec cette perspective d'avoir 3 formes d'innovation. Une innovation sociale, où effectivement la question de construire ces dispositifs avec les habitants nous paraît essentielle. Démocratiser aussi le système, parce que l'aide alimentaire en a vraiment besoin. Il faut vraiment la sublimer, cette aide-là, pour arriver à faire en sorte effectivement qu'on soit dans un système, dans des formes de système alimentaire équitable, et pas simplement de verdir ou rendre plus local en fait l'aide alimentaire. C'est pas suffisant. C'est vraiment construire des modèles économiques résilients. Et puis, finalement, se retrouver en construisant ces modèles économiques coopératifs. Alors moi, je suis assez fada de l'économie, de la fonctionnalité de la coopération, mais bon, on peut se retrouver bien évidemment dans cette dynamique plus large encore qui est l'ESS, d'arriver à faire en sorte que ces formes d'action créent aussi une économie inclusive qui va faire, par exemple, pour ce qui concerne notre cœur de métier à Cocagne, on ne soit plus à insérer seulement les gens par le travail, mais réinsérer le travail dans la vie des gens, c'est-à-dire rendre ce travail aussi plus intéressant, plus accessible, sachant que nous, notre foi envers le travail est immense. On pense qu'effectivement, en rendant des biens et en produisant des services pour les autres, ça construit les individus qui rendent ces biens et ces services, enfin, qui produisent ces biens et rendent ces services, et qu'il y a moyen dans ce pays de retrouver effectivement cette possibilité d'avoir une économie qui s'adapte en fait aux forces de travail des gens et pas toujours l'inverse. Voilà, je suis désolé, j'ai peut-être été au moins 5 minutes plus long, mais j'en ai terminé. Et je quitte comme je le peux. Arrêtez de partager. Hop. Merci. Le problème, c'est que le plus que 10 minutes, je ne pouvais pas le voir. Je suis désolé. Oui, il n'y a pas de souci. Pour le coup, on n'est pas à 5 minutes près et c'était intéressant jusqu'au bout. Il y a quelques questions déjà que je vais t'adresser, Dominique. Il y en a une première de Sonia qui demandait si les écopoles alimentaires étaient en lien avec le concept d'ambassade du bien-être alimentaire que vous aviez proposé aux Anges Gardins. Oui, alors, juste pour la petite histoire, en fait, j'étais à l'origine avec 1 ou 2 amis, notamment Eric Prydine des Rattlers,
de la création du mouvement des jardins partagés en France. Enfin, en fait, le mouvement des jardins dans tous ces États qui a diffusé cette idée de jardin partagé en 97 à partir d'un forum qu'on a organisé à Lille. La problématique qu'on a rencontrée à un moment donné, c'est que ces jardins partagés avaient un intérêt qui était d'être des jardins de lien. Bon, ça, c'était manifeste, évident. La France avait beaucoup kiffé sur cette histoire de jardin de lien, mais était passé à côté, en fait, d'un des beaux enjeux quand même des jardins, qui est de produire des aliments comestibles aussi, et de nourrir des gens. C'est en gros, quand on a amené les Français là-bas, à New York, pour voir ce que faisaient les community gardens de là-bas, ils étaient passés à côté vraiment du sujet. On l'avait vu, on était allé dans le Bronx, etc. Il y avait vraiment des jardins d'autosuffisance alimentaire. Donc, il nous a semblé important parce que, en fait, les jardins partagés, les acteurs des jardins partagés ont commencé à répondre aux sirènes des collectivités locales qui kiffaient sur cette histoire de jardin de lien. Passant à côté du sujet, on a essayé de créer en fait ce qu'on appelle l'ambassade du bien vivre alimentaire pour voir comment apprendre aux gens à cuisiner, à jardiner, à en fait au quotidien reprendre du pouvoir sur leur modèle alimentaire par l'autoproduction. On l'a vu, ça a été cité parmi les solutions par Marc. Comment l'autoproduction peut aussi… Donc, il y a un lien effectivement historique entre cette histoire d'ambassade du bien vivre alimentaire et cette histoire d'écopole alimentaire. Parce que finalement, c'est les mêmes acteurs qui ont réfléchi à un moment donné. Donc, si vous voulez que les gens, dans l'axe 2 que je vous ai présenté tout à l'heure, commencent, et pas de façon anecdotique, à changer de modèle alimentaire, de cuisiner des produits de saison, de cuisiner sans flinguer les qualités organoleptiques par des cuissons un peu trop dures, et ben, il faut redonner les bases en fait, d'une cuisine et du jardinage. Et l'ambassade du bien vivre alimentaire sert à ça. Donc l'ambassade du bien vivre alimentaire, je l'ai passé vite tout à l'heure parce que je ne voulais pas trop rentrer dans les détails, est un des éléments de réponse de cet axe ouvrir des horizons à tous. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Sonia du coup, mais… Eh ben, si ce n'est pas le cas, elle nous le dira. Merci. Il y a une deuxième question d'un autre Dominique qui demande si le système de rémunération du travail dont tu parlais, du coup, ça impliquait que les personnes soient bénévoles et que du coup, la rémunération se fait. Non, alors les communistes, parce qu'il y a des communistes qui sont maires encore chez nous, nous alignent un peu là-dessus en disant ouais, c'est du travail au noir, on va pas, on voudrait implanter des jardins chez nous, mais on ne va pas parler des sujets qu'ils fassent, donc on ne parlera pas de la manne, pardon. Donc, ce qui est clair, c'est qu'à un moment donné, des gens vont volontairement aider à relever des défis. Ces défis, pour nous, n'ont pas de prix, mais au prétexte qu'il n'y a pas de prix, il n'y a pas de métrique. Et s'il n'y a pas de métrique, il n'y a personne qui compte et il n'y a pas d'argent pour faire. Comment enfoncer un coin là-dedans? Modestement, nous, on a dit on va créer une monnaie. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Vous voyez, malheureusement. Donc après, ce qu'il faut, c'est que si vous ne voulez pas aller en prison, il vaut mieux être dans l'entre-soi associatif, c'est-à-dire que les gens qui font circuler de la manne, un peu comme les sels, c'est la même chose, soit dans une association, donc dans l'entre-soi associatif, on fait ce qu'on veut, d'accord? Et de surcroît, nous, ce qu'on a fait pour éviter d'avoir des emmerdements et de devoir réfléchir à ça plus que 5 minutes, tout est à 80 man, donc tout a la même valeur, tous les services, tous les biens ont la même valeur, ce qui fait que l'administration fiscale ne peut pas se positionner sur la création de valeur ajoutée. Voilà, ça on l'a fait avec l'APES, réfléchir à ce dispositif, on n'a pas été seul à réfléchir à la façon dont… Mais en gros, c'est de dire, au fond, qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est mobiliser l'engagement. Vous voyez? Et cet engagement, y trouver quand même une voie d'intéressement ou de contrepartie. Et cette contrepartie, d'avoir une manne en face qui permet de pouvoir, en échange de cette manne gagnée, finalement accéder à des biens ou des services qu'avec mon porte-monnaie flasque, je n'aurais peut-être pas eu les moyens que je n'aurais pas eu les moyens d'avoir. Et les gens s'y retrouvent bien, tout comme les gens qui participent, vous voyez, on voit les enquêtes le démontrent, participer financièrement à obtenir par exemple un panier dans le cadre des paniers solidaires, ça fait du bien aux gens. Enfin, pour des régions que vous pouvez facilement imaginer.
D'ailleurs, ce qui va être une vraie question quand on va parler de l'inconditionnalité, des chèques alimentaires, comment ça s'appelle, la sécurité sociale alimentaire. C'est des vrais débats. Hein, moi, je suis partisan qu'il puisse y avoir une inconditionnalité pour accéder à des produits de base, de qualité durable, etc. Bon, mais après, je pense que c'est intéressant aussi de proposer une démarche non pas de réciprocité, mais d'engagement des gens, du fait que les gens aussi, leur estime de soi, elle est en jeu parce qu'ils participent aussi au dispositif, d'une façon ou d'une autre. Voilà. Sensation que vous devez retrouver très fréquemment auprès de vos Amapiens, j'imagine, quand ils participent au dispositif, non? Je sais pas. En tout cas, c'était dans l'idée, j'imagine. Merci Dominique. Il y a une autre question de Bénédicte. Bénédicte, je vais peut-être te laisser la poser toi-même parce qu'en fait, je me demande si on n'y a pas déjà, enfin, si la suite de la présentation de Dominique n'y a pas répondu. C'est la question des acteurs membres des places à vivre. Oui, en fait, j'ai été éjectée à un moment donné de la conférence, donc j'ai sans doute raté un petit morceau. Désolée. Alors, je peux en profiter pour raconter quelque chose que je n'ai pas dit. En fait, ce que je vous ai dit, c'est que notre expérience ne s'est pas appuyée sur les grandes enseignes qu'on a réussi à mobiliser autour de Cocagne. Très concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est adressé par cercle concentrique d'acteurs, c'est ainsi que nous agissons, à une communauté de producteurs locaux, notamment des producteurs plein champ, parce qu'on n'a que ça ici en magasin. Ensuite, une communauté de distributeurs. Vous voyez, j'ai cité Vrac, Biocop, voilà, on les réunit pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Les usagers, qu'on voit au chapitre, et j'ai oublié une catégorie, les acteurs sociaux pour l'accessibilité sociale, comment faire autre chose que des paniers solidaires seulement. Vous voyez, organiser toute une série de dispositions qui permettraient d'offrir une capacité d'offres alimentaires alternatives dans le cadre de l'aide alimentaire pour des gens qui ont peu de revenus pour accéder à cette qualité alimentaire, qui est quand même un peu plus onéreuse en règle générale. Bon. Donc, avec ces cercles-là, on essaye de constituer en fait une dynamique interacteur dont, bien évidemment, les Anges Gardiens, actuellement, si vous l'enlevez dans cette, voyez, cette assistance de coordination, ce lead de coordination, on ne sait pas trop si ça tiendrait, pour être honnête, je ne sais pas. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est que par cette dynamique interacteur, Secours catholique, CIVAM, etc., au niveau national, on trouve justement des solutions qui permettraient de ne pas trop personnaliser sur une personne morale la survie de tels dispositifs. Mais il est clair que, en règle générale, et ça doit être vrai aussi dans les AMAP, c'est beaucoup d'AMAPiens, mais peut-être un noyau qui fait vivre encore l'AMAP, je ne sais pas, hein, dans sa mobilisation militante, etc., on a ce même problème. Hein. Qui peut prendre le lead? Est-ce que c'est un lead qui n'est pas étouffant? Est-ce que, enfin, vous voyez, c'est toujours les mêmes questions qui reviendront. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça crée des choses intéressantes et des nouvelles possibilités pour que les gens reprennent aujourd'hui la maîtrise de leur destin alimentaire. Merci. Il y avait une question de Magali, alors qui à la base était, je pense, plutôt une question de compréhension sur ce que tu sous-entendais quand tu as utilisé le mot hub. Et donc, elle a redemandé si c'était ça, un hub, si c'était ce que tu entendais par là, c'était une dynamique inter-acteur. Un hub, enfin, je ne m'y connais pas en informatique, mais c'est un truc de connexion, hein, c'est un point de connexion, un hub. Hein, vous connectez à un hub. Bon, alors, il se trouve que notre tiers-lieu s'appelle Ménadel et Saint-Hubert, hub, le Saint-Hub. Voilà, on l'a appelé comme ça, c'était pour faire un double jeu de mots. Alors, ces conneries-là, c'est moi qui les sors, hein, en règle générale. C'est vrai que trouver des noms aux trucs pour après un peu les packager, les marketer, faire un peu sourire les gens qu'on essaie de convaincre pour avoir 3 francs 6 sous, c'est mon boulot. Bon, en tout cas, a priori, Magali, ça lui convient comme réponse. Et on a même François qui a mis la page Wikipédia de Hub pour être bien sûr que tout le monde ait les informations de première main. Il n'y a pas forcément d'autres questions. Il y a une remarque. Si je peux dire quelque chose, oui, je t'en prie, poser une question à Dominique. Oui, donc cette année, en fait, c'est les 20 ans des AMAP, mais c'est aussi les 30 ans les 30 ans du réseau Cocagne, si je ne m'abuse.
C'est pas faux. Et bon, pour avoir suivi un petit peu le réseau Cocaigne depuis le début, ce qui m'intéresse, c'est un petit peu l'évolution que vous avez pu avoir dans les partenariats. On regarde, justement, on réfléchit beaucoup à Miramap, justement, sur la question des partenariats. Je constate qu'au départ, bon, vous avez beaucoup évolué sur les partenariats avec les différents réseaux, à la fois au niveau de l'agriculture, au niveau des partenaires sociaux, au niveau des distributeurs. Comment c'est venu progressivement, justement, parce que c'est une sacrée évolution. Alors, ça a coupé un peu. Qu'est-ce qui est une évolution? Je n'ai juste pas entendu l'évolution. Cette dynamique partenariale que Oui. vous mettez en place, moi, je trouve qu'il y a une sacrée évolution, justement, dans la manière dont vous voyez effectivement le réseau Cocaigne aujourd'hui. Oui, alors, je crois qu'il y a plusieurs facteurs qui nous ont aidés à mettre en place ça. Au départ, le réseau Cocaigne s'est constitué sur une idée simple qui est très voisine d'ailleurs de celle des AMAP, c'est vous avez besoin de légumes, ils ont besoin de travail, cultivons la solidarité. Pour la petite histoire et le clin d'œil, pour ceux qui ne connaissent pas l'affaire, les jardins de Cocaigne en fait ont eu un lien d'amitié très fort au début de la création des AMAP, puisque c'est par un directeur du jardin de Romans-sur-Isère, qui après est devenu AMAP, qu'on a passé en fait les éléments de culture qu'on avait déjà, nous, les éléments de plan de culture qu'on avait déjà pour justement nourrir une diversité d'habitants sur, mettons, 2, 3 ou 4 hectares. Et c'est des plans de culture un peu particuliers. Et en fait, c'est passé par le directeur de Romans-sur-Isère pour aider les premières AMAP à commencer à développer en fait ce type de pratique. Ce qui peut-être nous aider, nous, dans l'histoire, c'est que comme on est dans une logique quand même d'ingénierie, alors il y a beaucoup de militance et beaucoup de bénévolat autour des jardins de Cocaigne, en règle générale. Mais ce sont des structures qui vont engager des personnes, qui vont nécessiter d'avoir une direction, qui, si elle n'est pas trop dépassée par son quotidien, peut faire de l'ingénierie territoriale et qui, naturellement, va essayer d'avoir le souci de l'autre, de voir comment faire des partenariats, etc. J'imagine que ce n'est pas si simple au niveau d'une AMAP locale de faire ça, parce que ça tient quand même sur des ressorts bénévoles. La mobilisation du système, la gestion des adhérents, etc., doit prendre aussi beaucoup de temps. Et que ça doit être moins simple d'avoir le temps pour aller tisser des partenariats. Mais néanmoins, je pense que c'est nécessaire. Et que par la force des choses, les jardins de Cocaigne, en ayant des permanents qui ont la nécessité d'aller convaincre, de tisser des partenariats, etc., ont trouvé en fait des formes de facilité si, à un moment donné, leurs exigences de sociétales croissent. Et en fait, je pense que ce partenariat a cru aussi avec l'évolution de notre pensée aussi. C'est-à-dire qu'au début, notre pensée, c'était très simple finalement et parfois un peu trop simpliste. C'est-à-dire les gens n'ont pas de boulot, on va les remettre au boulot. Action, réaction. Mais les exigences du monde du travail étant de plus en plus intimidantes, il convient de se questionner, de savoir si c'est vraiment pertinent d'envoyer les gens à Amazon, d'être compatible avec Amazon. Vous voyez, c'est ce genre de questions qu'on commence à avoir. Du coup, pour y réfléchir et trouver des solutions nouvelles, il a fallu effectivement qu'on s'épaule les uns les autres et qu'on trouve des partenaires pour essayer d'augmenter en fait notre capacité de faire du sociétal d'une certaine manière au niveau territorial. Et donc, oui, cette évolution, je pense qu'elle est née comme ça. C'est-à-dire que par la possibilité d'avoir des professionnels et la nécessité d'augmenter nos exigences sociétales, il a fallu qu'on soit dans des stratégies de coopération territoriale et aussi des stratégies de partenariat avec des acteurs au niveau national. Et je trouve que ça vaut le coup. Le risque de l'autre vaut le coup. Actuellement, on est très satisfait de cette… on n'a pas l'impression de se diluer, voyez-vous, de diluer on se rejoint bien aussi sur des fonds de discours, du plaidoyer, etc., pour porter à haut niveau cette question de l'évolution nécessaire de l'aide alimentaire qui doit plus être simplement les gens ont faim, on va leur donner à bouffer, point. Voyez. Il y a une question très en lien avec ce que tu es en train de dire, Dominique, sur Enrique qui demande
ce qui se passe quand les structures grossissent et que les partenariats s'intensifient? Et est-ce que dans ces configurations-là, ce n'est pas les personnes les plus pauvres qui sont bénéficiaires au départ de l'action qui ont le risque de disparaître des décisions? Vous avez raison. Je pense que c'est un risque. Après, moi, je pense. Alors, je me suis jamais donné les moyens d'aller voir ce qui se passe en Italie, mais vous savez, il y a un mouvement coopératif qui dit dès qu'une coopérative commence à prendre une certaine taille, alors je ne sais pas si c'est un mythe, hein, mais on en parle souvent, ben, elle drageonne, hein, voilà, ça crée une autre cellule, et puis pourquoi pas, parce qu'on n'est qu'au début, donc je ne peux pas vous faire un retour d'expérience en vous disant non, 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 voilà comment on peut faire pour l'éviter. Donc, je peux ne vous soumettre qu'une piste, hein, c'est de dire que si demain, on est vous voyez, sur le territoire de l'agglo, il y aurait nécessité d'être encore plus près des usagers et de créer d'autres places à vivre, et bien qu'on soit dans une logique où, bien sûr, on va peut-être mutualiser certains moyens, hein, des fonctions de direction, de back-office ou je ne sais pas quoi, mais qui ait une certaine autonomie qui permette justement de garder cette possibilité d'avoir des habitants pleinement présents dans les processus. Mais on n'en est pas encore là. Là, je vous ai parlé un petit peu d'une trajectoire qui n'est pas encore, à ce stade, je pense, de grossissement qui fait que les gens ne comptent plus dans l'histoire. Mais c'est une vraie question, c'est un vrai point d'attention que vous soulevez là. Il y a une autre question de Marilyn qui demande si les places à vivre sont subventionnées. Oui. Oui, ça essaye d'expérimenter un des points au niveau de la gouvernance de qui finance l'affaire. Hein, je peux vous dire comment c'est subventionné aujourd'hui. Hein. Je ne vous dis pas que c'est souhaitable, mais vous allez avoir comme ça, à Capella, je vais peut-être en oublier, des fondations comme UP, vous savez, les chèques déjeuner, là, qui se disent d'être d'économie solidaire. Carrefour, à un moment, est passé par là pour un 8 à 8, proposition d'un magasin collaboratif. On s'est dit, mais vous avez un 8 à 8, pourquoi rendez-le coopératif? Et vous verrez si vous savez faire des magasins coopératifs. Parce que les 8 à 8 dépendent de… Oh, ils sont partis là-dessus, ils ont pris de la manne, ça les a amusés un temps. Il y a eu le Covid, donc on n'a pas pu poursuivre l'action. Mais à vrai dire, je pense qu'on a plus perdu du temps qu'autre chose. Mais bon, ça valait le coup d'être tenté. On savait qu'on avait mis ce qu'il fallait pour ne pas être récupéré. Vous avez l'État qui, dans le cadre des plans de relance, soutient ce type d'initiative. Nous sommes lauréats de l'appel à projet Fabrique des territoires. Et moi, je vois ces soutiens comme un moyen, pendant 2 ans, de voir venir et d'essayer de voir comment on construit des modèles économiques, c'est-à-dire des projets avant tout, avec des utilités. C'est ça un projet, un modèle économique. Hein. Sinon, on parle de modèle financier. D'accord ? Qui va se faire dans le temps, ce qui va supposer de pouvoir se faire avec une maîtrise des équilibres financiers. D'accord ? Et donc, moi, je ne suis pas contre l'idée que ça puisse être du genre un tiers, un tiers, un tiers, un tiers d'autofinancement, un tiers de subvention. Hein, que je n'ai jamais considéré comme des aides, puisque à chaque subvention, vous devez donner une liste de livrables, montrer que vous avez bien fait le travail, etc. Donc, c'est comme si vous répondiez à un marché. Hein. Il n'y a pas de différence. Hein. Et au plus ça va, au plus on est plus suivi dans ce qu'on fait, on est poursuivi pour rendre des comptes. Donc, on est financé pour des métiers, des fonctions, des utilités. Hein. Et donc, maintenant, il faut arriver à… Sinon, les monétiser, arriver à les faire apprécier. Mais j'ai envie de vous dire, tout ça, ça risque d'exploser un jour ou l'autre. Et que plus on prendra du temps à faire en sorte que ces dispositifs qu'on met en place reposent sur la force des gens, mieux ce sera. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est subventionné. Bon, il y a un peu d'autofinancement, on vend de la bière bio, vous voyez, des repas, tout ça. Donc, ça fait partie du modèle financier, si vous voulez. On loue la salle, on a une très grande salle. C'est quoi le troisième tiers que vous imaginez? Un tiers, donc je disais citoyen, consommateur, autofinancement, on va dire. Hein. On se démerde nous-mêmes. Un tiers institution, puis un tiers divers, des fondations, des appels à projets. Mais
voyez, ces appels à projets, on les questionne fortement, quoi. C'est des fusils. Une innovation sociétale comme celle-là, pour s'implanter, trouver sa façon d'être équilibré, il faut 8 ou 9 ans. Les financements que vous avez, c'est pas plus de 2 ans, hein, dans les appels à projets. Donc, il y a déjà un hic. Donc, moi, je vous dis comment c'est financé aujourd'hui. Je ne peux vous dire que la façon dont c'est financé aujourd'hui n'est pas souhaitable. Sauf à considérer que les services rendus arrivent à être appréciés et que ces opérations soient soutenues à l'aune du service sociétal qu'elles rendent, dont vous avez souligné par ailleurs qu'elles revêtent des formes multiples pour la santé, pour le vivre ensemble, la cohésion sociale si vous voulez, que sais-je encore. L'hédonisme, le plaisir, enfin tout ce qu'on attend d'une alimentation sympa. Donc on n'est pas rendu, hein. On n'est pas rendu, c'est-à-dire que l'évolution. Là, il y a beaucoup d'appels à projets. Vous avez pu noter que ces appels à projets soutiennent des initiatives qui vont plutôt dans le bon sens, a priori, hein. Les cahiers des charges, c'est comme si nous avions été amenés à les écrire nous-mêmes. C'est très bien, mais déjà, c'est des silos. Chaque ministère envoie finalement, je soutiens la même chose. Donc, vous voyez que déjà, cette histoire de réfléchir de façon concertée au niveau de l'État a du mal à… c'est pas encore là de se faire. Et de considérer qu'il faut plutôt investir de l'argent dans ces formes d'initiatives qui vont créer en fait de nouvelles formes d'économie au sens le plus large de l'acception, et de le soutenir dans le temps, comme on soutient l'implantation d'Amazon dans le temps, oui, on ne sait pas dire aujourd'hui si c'est admis. Mais bon, voilà, Labo ESS fait son travail, d'autres acteurs font leur travail pour faire en sorte que on rentre dans une pérennisation de ça. Mais je suppose que ce n'est pas choquant. Quand vous posez la question, ce n'est pas que vous êtes choqué par le fait que ça puisse être subsidié. Si on va quelqu'un a un avis Oui, si quelqu'un a un avis, on est… Bon, la personne qui pose la question dit qu'elle n'est pas choquée, en tout cas. Non, après, c'est la question, c'est les fondations. Hein, c'est toujours un débat. Faut-il avoir de l'argent des fondations? Des fondations au sens derrière, je ne sais pas moi, aussi bien Up que Total, hein, ou la Maïf que G2R ou je ne sais pas qui, ou L'Oréal. Nous, pour l'émancipation, c'est un vrai sujet qui va faire l'objet d'une réflexion à notre prochain forum. C'est de dire, a priori, on n'a pas été jusque-là à Cocagne regardant sur ces soutiens. Par contre, on n'est jamais les suppôts des gens qui nous soutiennent. Ils font peut-être un peu de publicité dans leur reporting interne, peut-être. On n'a pas les moyens de le contrôler, mais on ne peut pas dire que voilà, on leur ait vraiment servi la soupe en acceptant cet argent. Mais c'est une vraie question de savoir si ça vaut le coup de continuer comme ça. Force est de constater que la seule entreprise en France qui affichait haut et fort que c'était une entreprise à mission, son patron a été débarqué à cause de ça. Je le regrette. Donc ça veut dire que c'est pas de cette… faudra rien attendre du monde économique classique pour rénover l'économie, quoi. Hein, bon, je pense que je prêche auprès de convaincus. Il y a Magali qui dit qu'on peut te réinviter en juillet parce que notre webconférence, ce sera sur qui finance la solidarité alimentaire et les alternatives aux dons alimentaires. Ouais. C'est une vraie question. Hein. Je vous dis, on peut dire ce qui est souhaitable et après se dire en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une autre question de Magali qui demande sur quel territoire vous allez disséminer ces expériences, si c'est prévu. Alors oui, mince, j'ai une carte. A priori sur la métropole de Lyon, sur la métropole de Aix-Marseille, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, la métropole de Toulouse, et il y a un truc qui doit s'appeler Montpellier. Voilà. Tout dans le sud. Alors du coup, nous, on a fait la gueule quand même en disant c'est con, ça vient de chez nous, dans le nord.
ce serait bien qu'il y ait plus d'actions dans le Nord. Mais bon, voilà. Oui, je posais la question parce que je me dis qu'il y a peut-être des participants ici qui viennent un peu des 4 coins de France. Donc voilà, il y a peut-être des liens aussi à faire et des personnes qui sont motivées vu la diversité des participants d'AMAP ou d'autres réseaux. Hein, Ouais. voilà. Bah, vous savez qu'il y a déjà des actions croisées entre AMAP, notamment dans le Nord. Hein, vous en avez certainement entendu parler, entre le GAB. Alors à l'époque, j'étais secrétaire du GAB, c'était Nidia Bibi, mais de voir sur les paniers solidaires comment avancer ensemble en consortium. Hein. Enfin, Tout à fait. certains n'aiment pas le mot, mais bon, en groupe. Et d'ailleurs, il y a un appel je peux le transmettre sur le chat, là, justement, à petite campagne de dons pour autofinancer une part d'autofinancement. Voilà, donc je mettrai l'info de ce projet-là. Bon, après, la question, c'est de voir, enfin, pour moi, par rapport aux AMAP, ce qui est intéressant aussi de questionner, c'est de dire, c'est une action sociale quand même qu'on fait. On va s'adresser à des gens qui ne sont pas de la même sociologie forcément que, je dirais, l'AMAPien moyen, et sans du tout essayer de le caractériser, de le catégoriser. Hein. Ce n'est pas mon propos, hein, mais des gens qui peuvent avoir du mal, passez-moi l'expression, de ramener leur gueule de pauvre à tel ou tel endroit. Et comment on fait en sorte que les gens avec qui on veut rentrer dans cette dynamique de partage se retrouvent à l'aise. C'est un vrai sujet, je pense aussi. Alors, Cocane, comme on est des travailleurs sociaux, on pense qu'on sait, enfin, que ça va, qu'il y aura encore des choses à redire. Hein, mais je trouvais que l'action qu'on a mis en place, elle était plutôt sympa au départ dans son intuition de dire c'est les mêmes paniers, vous voyez les paniers solidaires, c'est les mêmes paniers. On ne commence pas à leur mettre une étoile jaune dessus hein, pour dire que c'est des paniers solidaires. Voilà, c'est dans des lieux qui sont les mêmes que d'habitude, c'est-à-dire les points relais que nous n'avons pas dans les CCAS, vous voyez, pour pas que ce soit stigmatisant et que les gens soient à l'aise avec ça. Mais à l'inverse, il faut que les gens soient à l'aise d'aller dans le cadre effectivement trouvent des lieux qui soient, j'ai envie de dire, neutres d'une certaine façon. Vous voyez ce que je veux dire? Pas trop teinté, pas trop caractérisé par une sociologie. Et ça, c'est un vrai travail d'attention. C'est une idée que je balance. Hein. Je me dis, je suis une AMAP, j'ai envie de me lancer là-dedans, ou un groupement. C'est un point de vigilance que j'essaierai d'avoir. Bon, après, ça vaut ce que ça vaut. Hein. C'est un des éléments qu'on travaille beaucoup sur comment penser l'accueil des personnes dans toute la diversité, quoi. Dans une approche aussi pas non plus catégorielle, mais penser l'accès à tous. Quoi. En tout cas, c'est ce qui anime. Et puis la précédente rencontre, c'était sur les questions de participation. Justement, voilà, sur ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on met derrière la participation de tous et aussi des plus précaires? Ouais. Voilà, on a exploré tous ces champs-là et on continue à explorer, à travailler ça. Quoi. Sans oublier que ça peut être stigmatisant de filer le micro aux gens qui ont perdu l'habitude de l'avoir. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense qu'il faut aussi intégrer cette notion un peu d'éducation populaire. Poisson, canne à pêche, rivière. Il y a un processus, si vous voulez, de restauration, sans faire le truc trop technique, travailleur social. Il y a un processus de restauration aussi à conduire. Hein, sinon, très souvent, quand vous organisez des instances pour que les gens aient la parole, c'est toujours les mêmes qui prennent la parole. Ça peut être des grandes gueules qui ne représentent qu'eux-mêmes, enfin, le même problème que quand vous faites une réunion de concertation avec n'importe quel groupe humain. Hein. Et que pour que tout le monde, enfin, vous voyez, que ce ne soit pas un alibi, je pense qu'il y a aussi une action à promouvoir qui est de permettre aux gens de se réhabiliter dans la capacité de pouvoir prendre la parole et de tirer les rênes, de participer à tirer les rênes des machins. C'est un vrai travail aussi, ça. Hein. Dans le cadre du partage du pouvoir, d'être aussi dans une logique d'éducation populaire, vous voyez, de capacitation des gens. Moi, souvent, au lieu de participation ou citoyenneté, etc., je parle souvent de capacitation. C'est-à-dire, vous voyez, ce mouvement, cette trajectoire qui permet aux individus de pouvoir se restaurer dans un pouvoir d'agir. Les gens ne souhaitent pas forcément, hein, au départ. Pas tous. Alors, on peut peut-être d'ailleurs basculer justement sur la question
les AMAP, qu'est-ce qu'elles peuvent faire là-dedans? Quel type de partenariat elles peuvent nouer à l'échelle des territoires? Parce que finalement, pour revenir un petit peu dans cette problématique, on a des AMAP qui accueillent un certain nombre de paniers solidaires. Ça, historiquement, on l'a toujours fait dans pas mal d'AMAP en France. Et puis, il y a des expériences dans les Hauts-de-France et puis à Marseille, où finalement, on a construit des AMAP avec des personnes en difficulté. C'est le cas de Marseille avec les quartiers nord, une quarantaine de paniers de personnes en difficulté, finalement, mais qui se retrouvent plus ensemble. La mixité sociale, elle n'est pas forcément très présente, c'est surtout des personnes en difficulté. Et c'est souvent plus facile à ce moment-là parce qu'elles ne se sentent pas exclues, elles sont chez elles, et en plus, c'est en lien avec le secours populaire, donc elles sont à domicile. Mais voilà, on est dans ce dilemme entre les deux, c'est comment construire progressivement une mixité sociale sur finalement des AMAP qui historiquement étaient plus des AMAP on va dire de classe moyenne, ou en tout cas de gens, de cette façon on le revoit toujours dans les études, de gens qui avaient une formation, qui ont un niveau de formation assez important, même s'il y a des personnes qui ont peu d'argent. Donc je ne sais pas, Noémie, on passe à la dernière partie parce qu'il est quand même tard. De fait, moi j'ai l'impression qu'on a commencé. On a commencé à basculer un petit peu, ouais. Je voulais juste quand même réagir, si vous me le permettez, très rapidement à ce que dit Sylvia. Oui, je suis d'accord, mais enfin, je pense que ce n'était pas mon propos, hein, se mettre en position d'éducateur, n'est-ce pas, condescendant. L'éducation populaire, moi je suis un produit de l'éducation populaire, j'ai fait de la JOC, j'étais jeune. Voilà, il y a des gens qui à un moment donné m'ont donné les moyens de pouvoir interagir sur ma vie. Et tant mieux. Est-ce que c'était des éducateurs? Je ne sais pas. Mais je pense que d'avoir ce souci-là, c'est très important. Ah, j'espère que je n'ai pas cassé l'ambiance. Non, mais une chose que tu as dit, Dominique, et je pense qu'il faudrait rebondir là-dessus par rapport aux AMAP, c'est que c'est vrai que, à la différence des jardins de cocagne qui, bon, en général, il y a comment dire, des salariés qui sont investis et qui nouent des partenariats naturellement à l'échelle d'un territoire. Ça, c'est la logique, effectivement. Forcément, avec des personnes qui sont en insertion par l'activité économique, il faut aussi travailler avec le monde économique et les acteurs publics. Nous, les AMAP, on n'a pas forcément cette tradition. C'est-à-dire, d'un côté, effectivement, on a des réseaux régionaux qui essayent de créer des partenariats à l'échelle régionale, mais au niveau des AMAP, c'est moins évident parce que il faut effectivement gérer le quotidien, parce que les bénévoles ne sont pas forcément investis pour faire autre chose que d'être bénévoles dans la MAP. Donc, c'est vraiment une question qu'il faut poser, c'est comment on arrive à créer une dynamique territoriale avec les AMAP, est-ce qu'on en a envie? Comment ça peut se faire? Comment ça peut se nouer? Et autour de quel projet? Et je trouve que justement, l'accessibilité alimentaire, c'est vraiment c'est une opportunité, puisque forcément, quand on monte ce type de projet, il faut être en lien avec des partenaires publics, des travailleurs sociaux. On ne peut pas le faire tout seul. Comme à Marseille, c'est parti avec le secours populaire. Et puis, c'est parti aussi avec des partenaires privés. Puis maintenant, c'est la métropole d'Aix-Marseille, la communauté urbaine qui s'y met. Bon, donc, on voit bien que dès qu'on est sur un projet effectivement partenarial, où il y a besoin de partenariat, on est obligé effectivement de s'ouvrir et de sortir de son AMAP. Après, là, la question qui est posée, c'est aussi on va dire qu'il y a dans les territoires, les AMAP, il y a certains partenaires qui sont forts et depuis la création de l'AMAP, parce que même des fois, l'AMAP, elle a été aidée dans sa création par une autre association locale ou ainsi de suite. Mais souvent, il y a beaucoup de liens très forts avec soit le monde agricole, soit sur les enjeux environnementaux et de l'écologie. Et c'est vrai que là, c'était en février, on a fait une journée collective entre AMAP et on était une trentaine. Et il y avait un atelier sur les coopérations. Et effectivement, là, c'est une invitation à aller vers de nouveaux partenariats et peut-être aussi à rencontrer d'autres, sortir quelque part de sa zone de confort. Voilà, il y avait cette dimension-là
qui était ressorti. En tout cas, voilà, c'est un petit écho de notre journée de février. Et donc, ça veut dire prendre le temps de rencontrer d'autres organisations, mais aussi prendre le temps de aussi comprendre ce qu'est, par exemple, le rôle d'une commune. Et c'est vrai que ça, il y a certaines AMAP qui ont une belle expérience là-dedans, et puis d'autres, c'est peut-être sur une nouvelle aventure, quoi. En tout cas, ça peut aider aussi à mobiliser du monde dans la map, justement. Est-ce que, Geneviève, tout à l'heure, quand tu es arrivée, tu nous as dit, je reviens de la Loire, là, il se tisse des choses. Ouais. Ils sont, j'ai participé à une réunion, oui, du groupe. Ils ont monté un groupe Solidarité alimentaire à Saint-Étienne. Ça rejoint bien ce que Dominique vient de présenter en termes de dynamique, c'est-à-dire c'est une... alors, j'ai pas compté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Ils sont 14 à peu près associations, acteurs différents, à se poser la question. Ils en sont vraiment ils ont démarré en se disant mais comment donc ils se rencontrent régulièrement pour travailler sur précarité, accessibilité alimentaire, parce qu'en confrontant leurs expériences, ils ont vu qu'il y avait les AMAP, qui faisaient des paniers solidaires, les brigades de la solidarité qui, eux, se sont vraiment mis en place avec la situation sanitaire et qui, eux, vont vraiment chercher, alors ceux qui passent à travers toutes les mailles, tous les trous du filet, qui, eux, sont nulle part, ceux qu'on ne voit jamais, mais qui ont vraiment, alors pour le coup, qui ont vraiment faim, vraiment. Donc, les brigades de solidarité, voilà, s'en occupent. Une cantine solidaire, le réseau VRAC, le jardin de cocagne local, la fabrique de la transition, Biocop, enfin ils sont tout un réseau en se disant mais qu'est-ce qu'on peut faire collectivement pour avancer. Et il y a aussi dans les éléments déclencheurs, par exemple, il y avait un réseau VRAC où il y a 6 mois, les familles disaient oui c'est vachement bien, VRAC, super, prix coûtant, on y va. Et maintenant, 6 mois après, les familles ne peuvent plus parce que financièrement, même le prix coûtant de VRAC, c'est plus tenable. Donc, ils se sont dit, on bricole, on bricole de partout, mais on va monter quelque chose et puis après, on en tirera peut-être un modèle ou quelque chose. Donc, ils sont peut-être moins avancés que ce que Dominique vient de présenter, mais en tout cas, c'est assez extraordinaire d'avoir 12 acteurs autour de la table qui phosphorent et dont Réseau AMAP Loire pour raccrocher aux AMAP. Des magasins coopératifs, il y avait un membre de la conférence, de la conf, de Réseau Salariat, enfin voilà, ils sont vraiment tous en ébullition à Saint-Étienne et c'est assez c'est intéressant. En plus, c'est un territoire là où ils sont implantés, c'est vraiment très précaire. Voilà, donc ça permet de faire une petite transition sur, et j'en profite pour donner l'info de la prochaine rencontre en juin, début juin, qui sera sur les coopérations, notamment entre associations. Donc, on va resserrer encore plus le champ. Et du coup, là, moi, je me posais la question, est-ce qu'il y a des gens qui veulent témoigner ou de partager leurs idées sur… parce que moi, ce qui m'interroge toujours, c'est quand on parle coopération et échelle de territoire, en fait, il y a moi, mon quartier, sa petite commune, et puis après, c'est avec les institutions locales. Et c'est là où ça peut être aussi à des échelles d'action qui sont moins évidentes. Et en même temps, je me dis, est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient partager comment on peut rentrer aussi en coopération avec des institutions publiques, que ce soit des municipalités ou des Comcom, parce que voilà, c'est moins évident, c'est moins proche du quotidien, quoi, de tout un chacun. Et du coup, voilà, est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient témoigner sur des échelles un peu plus larges comme ça d'action et de territoire, et puis aussi de partenaires. Enfin, moi, je serais curieuse d'avoir des retours, si vous osez prendre la parole.
Alors, dans ce que Saint-Étienne a évoqué tout à l'heure, ils ont cité des exemples. Alors, j'ai juste noté rapidement, par exemple, dans le Tarn, alors ça doit être une agglo, hein, je vais pas noter laquelle. Par exemple, il y avait les histoires de, c'est pas des chèques alimentaires, hein, c'est plutôt des chèques, un peu ticket restaurant distribué peut-être par un CCAS, hein, je sais pas. Bon, bah ça, ils sont arrivés à ce que ce chèque qui avait une valeur de 30 €, il a été doublé par la Biocoop locale. Donc, avec le chèque de 30, il avait une valeur de 60 à la Biocoop. Et c'était vraiment aussi une manière à ce que les personnes aillent tout simplement consommer à la Biocoop, par exemple. En disant, bon, là-bas, j'ai 30, je peux dépenser 60 et c'est là-bas qu'il faut que j'aille le dépenser. Tu avais une autre initiative à Brest où là, c'est le conseil départemental qui donnait aussi, pareil, qui était parti sur des histoires de chèques alimentaires, mais qui a fléché le Cabas des Champs, donc une initiative portée par un centre social et famille du quartier, pour que ces chèques puissent être utilisés, entre guillemets, sur ce type de structure, et plus dans le Carrefour ou le supermarché du coin. Donc, c'était aussi une manière d'amener, donc on parlait d'éducation populaire, en connaissance de cause, que les personnes modifient peut-être un tout petit peu la manière d'aller faire des courses, parce que ton chèque était valable dans d'autres types de structures. Toi, c'est des frémissements ou des initiatives où là, effectivement, conseils généraux ou autres structures territoriales peuvent inciter à. J'en profite justement. J'en profite juste pour rebondir sur la question des chèques alimentaires. C'est que je pense que notre groupe aurait intérêt à réfléchir à cette question. Il y a un groupe de travail qui est mené par des gens de la REM, c'est-à-dire Mounir Majoubi, qui va faire une proposition effectivement concrète à l'automne de mise en place des chèques alimentaires. Vous savez qu'initialement, ces chèques alimentaires étaient destinés à l'acquisition de produits de qualité, et puis on cite souvent les AMAP. Or, il est évident que justement, quand on parle de désert alimentaire, il y a une inégalité de territoriale très importante. Et je pense que ça serait intéressant qu'on y réfléchisse et à quelles conditions ça pourrait être réalisé, parce que ça risque de devenir une réalité et c'est important qu'on puisse prendre position là-dessus. Bon, ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et puis, en réaction aussi à ce qu'a présenté Dominique, bon, c'est sûr que le réseau Cocagne a plus de recul parce que les paniers solidaires des jardins de Cocagne, ça a 10 ans. Donc, les partenariats qu'ils ont noués avec des organisations à l'échelle nationale, je trouve que c'est intéressant, c'est une dynamique intéressante. Nous, actuellement, on est nouveau sur le terrain. Sur la question de l'accessibilité, on bricole un petit peu depuis 20 ans là-dessus, hein, mais on commence vraiment à faire des propositions. Et ça serait intéressant aussi de réfléchir comment on peut se situer à l'échelle à la fois territoriale et nationale, c'est-à-dire comment on pourrait s'insérer de la même façon qu'on a des partenaires naturels dans le cadre de l'agriculture à travers le réseau Impact. Bon, ça, c'est important. Comment nous, on pourrait se situer, comment on pourrait prendre notre place à ce niveau-là aussi. Voilà. Il y a une personne qui a demandé la parole qui s'appelle Point, donc oui. que je ne peux pas appeler autrement que Point. Est-ce que cette personne souhaite ouvrir son micro et qui dit qu'il veut bien témoigner. Et témoigner. Oui. Est-ce qu'on m'entend? On vous entend. Ouais, Jean-Valérie de Lorraine. Alors, j'ai déjà témoigné dans une précédente visio sur la mise en place chez nous alors je précise, on est en milieu rural, un petit village, une AMAP autour d'un maraîcher, 60 familles. Et parce que j'entendais, j'ai loupé le début, je suis désolé, ça a l'air passionnant, je regarderai l'enregistrement. J'entendais Dominique parler de Mégapole. Nous, on est un petit village. Et on a depuis l'année dernière une expérience de solidarité de panier solidaire financée par les dons des Amapiens et par des actions culturelles qui, hélas, aujourd'hui sont un peu en sommeil. Et je trouve que cette année, on a une deuxième famille qui est là depuis des années, qui nous a dit
eh bien, on ne peut pas reconduire, mais on aimerait, on ne peut pas reconduire parce qu'on a des problèmes. Et notre élan de solidarité au bureau de la MAP, on s'est dit, ben, on va essayer de l'aider et on a décidé de financer aussi un deuxième panier solidaire. Nos Amapiens étaient assez déjà généreux, donc il nous manque un peu de fonds et on a décidé de faire une cagnotte en plus pour pouvoir financer. Quand on dit financer, c'est-à-dire qu'on estime qu'il faut au moins payer la moitié du panier pour que ce soit une vraie aide, pour pas que ce soit quelque chose de symbolique. Donc que l'Amapien ait quand même une partie à payer, mais que l'aide soit conséquente. Donc on estime que la moitié, c'est le minimum qu'on doit faire. Et ben nous, on avait au départ choisi d'être une association de fait sans déclaration préfecture, sans avoir besoin d'une banque, parce que ce n'est pas forcément nos amis. Et ben, du coup, on est obligé de changer un peu de fusil d'épaule, se déclarer, parce que pour une cagnotte, on est obligé de passer par une banque et récupérer l'argent de cette cagnotte. On a décidé pour l'instant de ne pas aller vers les subventions, de faire comme ça pour l'instant. Et pour l'instant, on n'est pas, voilà, on propose pas de la solidarité à des gens c'est vraiment des gens qui étaient chez nous et qui sont en difficulté et qu'on continue et qu'on maintient avec la solidarité du groupe des mangeurs. La bonne Vous nouvelle, arrivez à partager ces problématiques à l'échelle de votre commune? C'est une petite commune, hein, c'est ça, rurale? hélas, le maire accepte d'héberger notre siège social, c'est tout ce qu'il fait. Il vient jamais, il est hélas un peu loin de l'association. Je voulais juste dire aussi que ben, les banques demandent des frais, ça nous a posé un vrai problème. Apparemment, on peut négocier, je ne sais pas si d'autres peuvent nous aider là-dessus, mais on peut négocier les frais. Une banque qui demande 60 € par an de frais, pour nous, c'est beaucoup. Et donc, apparemment, on aurait trouvé une banque qui veuille bien, parce qu'il y a bien la nef, mais il faut passer par le crédit coopératif qui demande des frais hallucinants. Nous, à l'Oramap, ça nous coûte 90 € par an et ce n'est pas tolérable pour nous de faire une cagnotte et de mettre 90 € à la banque. Donc, voilà. Peut-être c'est là où il y a des choses à faire en réseau. Ouais. Pour imaginer peut-être des outils mutualisés entre AMAP pour peut-être… Ouais, alors je ne sais pas si certains ont des tuyaux. J'avais l'intention de contacter Miramap là-dessus. Si d'autres AMAP ont des tuyaux pour éviter les frais de banque qu'on n'a pas envie de subir. Voilà, j'ai terminé. On vous laisse partager peut-être dans le… Merci Jean-Valérie. Et puis n'hésite pas hein, à passer un coup de fil. On peut échanger aussi sans souci. Je peux répondre peut-être à Jean-Valérie parce qu'on a une action en fait au panier marseillais dont tu peux peut-être t'inspirer. Ce qu'on propose en fait à nos adhérents sur certains paniers, c'est de payer 1 € de plus par panier. Donc payer un panier un petit peu plus cher. Donc l'argent va directement en fait aux paysans. Et du coup, il ne transite nulle part. Donc, cet argent recueilli permet de payer partiellement les personnes qui bénéficient d'un panier bio solidaire. Est-ce qu'en proposant, on va dire, 2 types d'abonnements différents pour tes adhérents, est-ce que ça ne te permet peut-être pas de contourner ce problème de banque, justement ? Mais déjà, alors faire une cotisation et inclure dedans une partie pour la solidarité, on a fait le choix de ne pas faire comme ça et de dire, ben voilà, vous faites vos chèques pour la MAP et vous pouvez aussi faire un don pour financer une famille qui a des très faibles revenus et qui veut quand même aussi bénéficier de bons légumes. Oui, mais si ça va directement aux paysans, si le chèque est fait directement aux paysans, pas besoin de banque. Hein. C'est ce que font beaucoup d'AMAP, effectivement, sur de la double tarification. Et peut-être, là, juste pour info, effectivement, nous, on est en train on a commencé à mettre en mots sur les différents dispositifs de cofinancement des systèmes de panier pour essayer de traduire ce qui se passe dans les AMAP en termes de montage aussi, hein, techniquement, parce que c'est vrai que tout de suite, finalement, on commence à faire un peu
avec le gros mot d'ingénierie financière, même à une petite échelle, quoi. Et ça veut dire avoir imaginé des systèmes. Et donc là, effectivement, on a commencé avec les différents collègues et les membres du groupe de travail pour essayer de préciser comment on peut agir avec différentes méthodes, et soit dans son AMAP, et soit aussi en réseau, hein, parce qu'il y a aussi, en mutualisant entre réseaux, qu'il y a des solutions collectives qui se trouvent. Mais c'est vrai que c'est les systèmes de tarifs en fonction des revenus, et là, l'AMAP ça pose aussi des questions fiscales qu'on a travaillé ces 3 prochains mois, de pouvoir collecter de l'argent et de payer un paysan. Ça veut dire que l'AMAP deviendrait payeur, et c'est un peu un problème d'un point de vue fiscal. Donc effectivement, aujourd'hui, on déconseille de créer des caisses de solidarité, et plutôt de mettre en place des tarifications plus hautes pour ceux qui peuvent, qui viennent financer directement les paniers. Mais du coup, voilà, on est en train de cogiter sur tout ça pour essayer de donner des clés à partir de toutes les expériences de vous. Et donc, on est preneur, Jean-Valérie, Ouais, mais peut-être on ne va pas rentrer dans… Non, je vais juste préciser, parce que je me suis peut-être mal fait comprendre, mais la solidarité des AMAPiens a été très forte. Là, on a récolté 440 € sur 60 familles. C'est beaucoup. Et ça ne nous suffit pas. Donc, c'est pour ça que, effectivement, cet argent-là, on le verse directement aux maraîchers. Et il n'y a pas besoin de banque. Et jusqu'à présent, on s'en contentait, et on était content de ça. Sauf que là, on ouvre la solidarité à une cagnotte qui va au-delà du réseau des AMAPiens. Et c'est pour ça qu'on est obligé de passer par une cagnotte, et du coup, par un système bancaire. OK. Mais peut-être qu'effectivement, sur cette question-là, il vaut mieux… On échangera ensemble, là. Échanger, oui, non seulement échanger ensemble, mais en fait, on va avoir effectivement une webconférence sur la question du financement et de la solidarité. Et je pense qu'on y reviendra là-dessus. Donc, je t'invite à venir effectivement début juillet à cette webconférence. C'est-à-dire comment on finance la solidarité et de quelle manière, avec les outils financiers qu'on peut mettre en place, parce qu'il en existe. Voilà. Et puis là, il est 20h25 à 20h26, donc je pense que ça va être le moment bientôt, s'il n'y a pas d'autres questions, de conclure. De conclure sur la prochaine webconférence. Et oui, donc c'est le 5, pas le 5 mai, c'est aujourd'hui, le 2 juin, et on va approfondir justement des coopérations entre associations. Et donc, notamment, il y a les paniers marseillais. Sylvia, tu as déjà un peu distillé des indices, où l'idée, c'est de revenir, en tout cas, qui témoigneront de leurs travaux. Et puis le programme, le détail, il y aura peut-être un autre intervenant. J'avoue que là, d'un coup, il est tard et que je ne suis plus très au point, mais ça se prépare. Donc, le programme vous sera envoyé. Et puis effectivement, il y a en juillet où on va travailler plus sur les questions de financement. Voilà, l'idée, c'est qu'on essaye aussi, normalement, vous avez dû recevoir dans vos mails… si vous êtes là, en tout cas, vous avez dû recevoir la vidéo des précédentes web rendez-vous. Donc, voilà, on vous transmettra celui-là aussi. Et puis, que conclure d'autres, remercier. Je crois que Marc et Noémie au montage, et Marc pour ton intervention. Dominique, je crois qu'il est parti. Oui, il est en train de partir. Merci, Dominique. Il est encore là, je ne vois pas. Oui, si, il est encore là. En tout cas, merci Dominique. Voilà. Et il a partagé des liens d'ailleurs dans le chat. Ah oui, merci beaucoup. Ouais. Et puis, oui, on va peut-être aussi, alors on n'y arrive pas toujours à faire des articles, voilà, mais en tout cas, on essaye dans le mail, vous recevrez aussi les liens vers toutes les infos qui ont été partagées dans le chat. Voilà. On est bon? On vous dit à bientôt alors? Voilà. Merci, très bonne Merci à tous.